les problèmes de non-voyance et de malvoyance. C'est déjà assez. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Oui, c'est déjà... Bon, déjà, il y a eu l'invention de la lentille de contact. La lentille était le substitut des lunettes. Est-ce qu'il y aura un substitut à la lentille qui viendrait par le fait qu'on puisse opérer des gens et leur rendre la vue? Ça commence. Les opérations laser sont un énorme succès qui permet de faire beaucoup de choses. La lentille qui était d'ailleurs une invention d'un pays de l'Est. Il ne faut pas négliger que les pays de l'Est ont fait pas mal d'inventions intéressantes, malgré la dictature. Donc on peut imaginer que la chirurgie résolve un certain nombre de problèmes. C'est une piste qu'il ne faut pas du tout exclure et qui, comme toujours dans le progrès technique, nous fera prendre une voie inattendue. Merci Jacques Attali. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet dans Conversation d'avenir. Avec plaisir. Je vous invite à retrouver cette émission sur notre site internet publicsiena.com. Bienvenue à Bayeux, première ville de France libérée en 1944. Elle est ensuite devenue un centre de la presse internationale et surtout un symbole de la liberté et notamment de la liberté des journalistes. Il y a ici une stèle en mémoire de Robert Capa, l'un des premiers photographes de guerre, le seul à avoir couvert le débarquement américain sur la plage d'Omaha Beach. Alors c'est un peu en son honneur et en l'honneur de tous les reporters qui mettent parfois leur vie en danger qu'a été créé il y a 17 ans le prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Il récompense ceux qui, de l'Afghanistan à la Somalie, en passant par l'Irak, le Pakistan ou encore Gaza, prennent des risques pour aller chercher l'information. Comment décide-t-on d'aller couvrir un conflit? En prenant quelles précautions? Quels sont les risques encourus? Et dans quel état reviennent les reporters? Parole du Monde s'est délocalisé à Bayeux pour une émission spéciale sur le reportage de guerre. Aujourd'hui, la guerre, je crois qu'elle a complètement changé parce qu'on assiste à des conflits asymétriques, des guerres urbaines. C'est aussi la guerre contre les narcotrafiquants au Mexique, c'est la guerre contre les narcotrafiquants en Colombie, les guerres civiles en Thaïlande. Quand on couvre l'Irak, quand on couvre la Somalie, même l'Afghanistan, le front, il est invisible. Ce sont des guerres nouvelles qui n'ont plus les mêmes configurations, qui n'ont plus les mêmes acteurs et qui sont beaucoup plus difficiles à comprendre et sûrement beaucoup plus dangereuses. Depuis Albert Londres, le visage de la guerre a changé et le métier de reporter de guerre aussi. Couvrir un conflit semble de plus en plus dangereux. 76 journalistes sont morts en 2009, 170 sont aujourd'hui emprisonnés quand d'autres sont retenus en otage. Certaines zones de guerre sont inaccessibles et bien souvent, l'armée s'organise pour contrôler le travail des journalistes. Symbole de ces difficultés, la guerre en Afghanistan, omniprésente cette année à Bayeux. En radio comme en télévision court et long format, les premiers prix ont récompensé des reportages tournés dans ce pays. Une exposition photo y était consacrée. Cela arrive parfois d'être dans une situation tellement difficile qu'il est presque impossible de prendre des photos. Et dans ces cas-là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là ? Dans cette exposition, il y a une photo en particulier. C'était quand j'étais dans une tranchée avec 2 soldats afghans. On était sous les balles. Oui, c'est vraiment l'une des fois où j'ai eu le plus peur, je crois. Mais c'est évidemment l'événement le plus important pour les journalistes de ma génération. C'est la guerre qui affecte le plus le pays où je vis. Donc je pense qu'il est important de la couvrir. Vous couvrez d'autres guerres que celle d'Afghanistan. Est-ce que la guerre en Afghanistan, c'est la même chose que partout ailleurs ? Non, en fait, c'est très différent. Si on la compare avec la guerre en Irak, par exemple. En Irak, la guerre se déroule vraiment dans la ville, dans Bagdad. C'est une guerre très urbaine. En Afghanistan, c'est différent. La guerre est dans les provinces, dans les montagnes, à la campagne. Pas tellement à Kaboul. Même s'il est vrai qu'il y a beaucoup d'attaques terroristes et que les talibans opèrent aussi dans la ville. Mais Kaboul reste quand même un peu comme une bulle. La meilleure comparaison, je pense, serait peut-être la guerre du Vietnam. Les villes étaient plutôt épargnées, la guerre se déroulait partout ailleurs.
Vu du ciel, c'est un vrai petit paradis. Des milliers de kilomètres de côte, l'océan Indien et du soleil toute l'année. Seulement voilà, une fois à terre, c'est une autre histoire. Le pays est en ruine, plein de miliciens et de réfugiés. Dans la capitale, où ce qu'il en reste, les hommes se battent dans une guerre civile qui dure depuis 20 ans. La particularité de la Somalie, c'est que c'est un conflit assez éclaté. Il y a deux camps, il y a les fondamentalistes, les islamistes d'un côté, et de l'autre côté, le gouvernement soutenu par la communauté internationale. Mais il faut savoir que dans un camp comme dans l'autre, on peut faire confiance à peu près à personne, quoi. Donc on est en danger permanent. Et vous êtes toujours susceptible de vous faire kidnapper par une milice. Donc vous êtes obligé de travailler en permanence avec une escorte privée que vous payez vous-même. Le propriétaire de l'hôtel nous avait dit que son établissement était tout équipé. Il ne parlait pas de la clim, mais de l'escorte. 8 hommes nous accompagnent en permanence pour aller à la rencontre de la Mogadiscio d'aujourd'hui. À un moment dans votre reportage, vous dites que vous avez accès à certaines images grâce à la complicité d'un caméraman somalien. Ça veut dire que vous n'avez pas pu y aller vous-même. Ouais. C'est difficile d'aller trouver soi-même l'information, d'aller vérifier quand on est en Somalie? C'est extrêmement difficile, mais d'aller où que ce soit, de toute façon. Alors les jours où il y a des combats, la tension est démultipliée dans la ville. Mais même les jours calmes, c'est extrêmement compliqué de se déplacer. C'est extrêmement difficile d'aller à la rencontre des gens. On ne peut pas ou quasiment pas filmer dans les rues. Quand on se déplace d'un point à l'autre dans Mogadiscio, on est dans des voitures avec des vitres pas teintées mais discrètes et on roule très vite pour aller d'un point à l'autre. La manière de minimiser les risques, c'est de travailler vraiment en toute confiance avec le fixeur. Parce que le fixeur, c'est son pays, il sait la situation, il entend des choses que nous, on n'entend pas. Donc quand le fixeur commence à dire « Oula, il y a danger », ou quand il commence à avoir peur, là, il est temps de... On l'écoute. Ouais, il est temps d'écouter et de rentrer. Mais la guerre aujourd'hui, c'est aussi des conflits d'un genre nouveau. Le journaliste Christian Poveda a été assassiné en septembre 2009 au Salvador alors qu'il travaillait sur les gangs latinos. C'est sur le continent américain que les reporters sont les plus exposés, notamment quand ils dénoncent le narcotrafic. En pleine rue et en pleine heure de pointe, 2 balles tirées à bout portant à un feu rouge. Une dans la tête, une autre dans la gorge. Une exécution publique qui porte la marque des cartels. Comme souvent, la police est arrivée trop tard. Comme souvent, elle ne sait pas qui ni pourquoi. Ce qui est frappant quand on est dans une ville comme Ciudad Juárez, c'est qu'au premier abord, ça paraît être une ville normale. Il y a des quartiers pauvres, des quartiers riches, une grande avenue commerçante avec des concessionnaires automobiles, des restaurants. Sauf que tous les soirs, sur cette avenue, il y a 1 ou 2 voitures avec un cadavre à l'intérieur parce qu'il y a eu un règlement de compte. Donc voilà, c'est une ville tout à fait normale avec 2600 morts chaque année. Donc en fait, ça n'a pas l'apparence de la guerre, mais c'en est une quand même dans un théâtre beaucoup plus classique. Exactement, voilà, ces gens vivent au milieu de ça, ils sont obligés, ils sont là, il y a 1,5 million d'habitants dans cette ville, mais avec des assassinats, des règlements de compte très fréquemment et avec une sorte de fatalité pour les gens qui vivent là-bas. Sa mère affirme ne pas savoir pourquoi il a été tué et comme tout le monde ici, jure qu'il ne travaillait pas pour les cartels. Ils tuent n'importe qui, les enfants et les femmes. Ils ne respectent plus rien et personne ne nous protège. Du coup, quand on est journaliste et qu'on couvre cette actualité, cette guérilla, quelles sont les précautions qu'on prend, si on en prend? Ce qui risque le plus, c'est les journalistes locaux qui sont là-bas en permanence. D'ailleurs, un détail parlant, c'est que dans le journal local, tous les articles qui ont trait à la guerre des gangs ne sont pas signés pour éviter que les cartels remontent jusqu'aux journalistes qui enquête et qui fait un peu trop bien son boulot. Donc après, nous, on ne dormait pas sur place, on restait côté américain à El Paso, qui est une ville beaucoup plus sûre. Voilà, puis des précautions d'usage, essayer de ne pas trop se faire remarquer. On avait un fixeur qui connaissait bien le terrain, etc., quoi. Malgré tout, ce sont des conflits qui sont tout aussi dangereux. On l'a vu récemment avec Christian Poveda, par exemple, qui l'a payé de sa vie. Est-ce que vous avez senti le danger sur le terrain en faisant votre métier? Très honnêtement, non.
parce que cette violence est permanente, mais on a l'impression qu'elle est quand même un peu souterraine. Enfin, il n'y a pas des balles qui sifflent dans la rue, et les règlements de compte sont quand même assez ciblés. Bien sûr, on peut toujours être au mauvais endroit, là où il ne faut pas, mais non, on ne s'est jamais vraiment senti menacé en tout cas. Bonjour Thierry Tuilier. Bonjour. Vous êtes maintenant à la tête de toutes les rédactions de France Télévisions, mais vous êtes un ancien journaliste de terrain. Vous avez couvert plusieurs guerres. Comment les conflits ont-ils évolué d'après vous? Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'émergence de nouveaux types de conflits, qui ne sont pas des guerres, mais qui sont le règne de la mafia au Mexique, les escadrons de la mort en Colombie ou au Brésil, les tueries en Asie, notamment aux Philippines, où on vise notamment les journalistes. Et c'est vrai que le statut de journaliste est quand même dégradé. Mais est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'y a plus de front véritablement aujourd'hui que la guerre elle est partout? Je pense notamment à l'Afghanistan, au Pakistan, la guerre contre les talibans ou l'islamisme radical, c'est plus compliqué qu'une guerre entre deux pays. Oui, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est vrai que de ce point de vue, les Balkans ont marqué une sorte de changement, puisqu'après la chute du mur de Berlin, où on avait finalement deux blocs, Est-Ouest, et des armées qui s'affrontaient, c'était assez clair, même s'il y avait des guérillas évidemment, grosso modo, on est passé à des micro-conflits. Du coup, cette multiplication des guérillas, des groupes, a fait que la loi de la guerre, d'une certaine manière, qui faisait que les journalistes étaient respectés, eh bien, cette loi s'est affaiblie et est devenue, à mon avis, très fragile. Aujourd'hui, le reporter qui veut couvrir correctement ces zones de conflit prend énormément de risques. Des risques qu'il faut malgré tout prendre pour aller chercher l'information, ne serait-ce que pour donner la parole à ces milliers de civils qui subissent un conflit. La guerre au Congo, par exemple, a fait au moins 3 millions de morts, 2 millions de déplacés et 450 000 réfugiés. Je cherche à informer, je cherche à interloquer aussi et d'une certaine manière à éduquer. Les magazines, les journaux, les émissions de télé, à l'heure actuelle, c'est de la télé-réalité, c'est du people, c'est du sport. Ce qui se passe au Congo, c'est loin. Et je pense que notre rôle, c'est de rappeler les gens à l'ordre, d'une certaine mesure, et aussi de ne pas oublier ces millions de personnes qui vivent dans une situation de guerre depuis des années. Donc en montrant des images peut-être violentes ou qui dérangent? Je ne cherche pas systématiquement l'image qui dérange. Je pense que c'est plus l'image qui va interloquer, les gens voient une image et se posent une question. Ils disent qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il y a des choses que vous refusez à photographier, à montrer? Il faut tout photographier. Tout. Est-ce qu'on va tout montrer maintenant? Pas forcément. Il y a des images qui rentreront dans les livres d'histoire. Il y a des images qui pourraient choquer aujourd'hui, qui peut-être un jour ne choqueront pas. Il y a des images qu'on va montrer dans une galerie, mais qu'on ne montrera pas, qui ne seront pas publiées dans des journaux, parce qu'elles sont soit trop insoutenables, soit trop dures. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'auto-censurer et ne pas photographier ces choses-là. À quel moment le journaliste s'arrête pour laisser la place aux citoyens? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de poser votre appareil photo, d'intervenir dans une situation? Nous ne sommes pas des intervenants, nous sommes des observateurs. On me pose toujours la question, quelqu'un se fait blesser à côté de vous, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la photo ou vous l'aidez? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Une photo se fait au 250e de seconde. Alerter, attirer l'attention sur le sort des populations civiles, de la Bosnie au Sierra Leone, en passant par le Kosovo ou encore l'Irak, c'est ce qu'a toujours recherché la grande reporter américaine Janine Di Giovanni, présidente du jury de cette 17e édition du prix Bayeux. Pour moi, je suis très sensible, c'est comme ça. Et pour moi, c'est beaucoup de tristesse et aussi compassion pour les gens qui vivent dans la zone de combat. Et pour moi, j'ai toujours cherché pour l'histoire des gens, des civils. Par exemple, l'école pour les filles en Afghanistan, les mineurs au Congo qui cherchaient pour le diamant, l'histoire derrière l'histoire, pas juste le commandant, le soldat. Vous avez un CV assez impressionnant, il faut le dire. Vous avez couvert à peu près toutes les guerres, Bosnie, Tchétchénie, Somalie, Rwanda, Sierra Leone.
Irak, Afghanistan évidemment, Kosovo. Est-ce qu'on a un regard différent quand on est une femme? C'est déjà, je crois, c'est difficile pour une femme parce que c'est un monde machismo, beaucoup de machismo. Et c'est bien sûr, c'est dominé par les hommes. La différence, je crois que c'est peut-être c'est un petit plus facile pour quelqu'un d'ouvrir l'esprit et parler un petit plus libre avec une femme, peut-être. Un contact plus facile. Le contact est plus facile, mais il y a le problème aussi par exemple, quand je fais un entretien avec quelqu'un de très radical, Hamas ou Hezbollah ou en Afghanistan, ça c'est difficile. Je me souviens bien l'entretien quand, par exemple, un chef de Hamas, et il donnait un entretien. Je suis là, il tournait le dos parce qu'il ne voulait pas visage à visage. They take me by car nearby to a vineyard where they've buried more bombs and missiles. What is this? I'm shown one of the bombs which have been used to such devastating effect against British soldiers. It's what the military calls an IED. It's detonated remotely by mobile phone and can be buried by the roadside. More soldiers are killed by these than anything else in Afghanistan. Does he ever think about the people that he's killing? Est-ce que vous avez souvent peur? Est-ce que vous gardez des traumatismes de certains conflits? Bien sûr, c'est normal de voir le peur. C'est pas normal de ne pas le peur. Et je crois, je sens le peur dans le ventre. Mais aussi, j'avais un petit garçon maintenant, il a 6 ans. Avant la naissance de mon fils, j'étais différente. Maintenant, je pense beaucoup parce que c'est pas juste la responsabilité de moi, moi-même, c'est une autre vie. On essaie toujours d'être le plus prudent possible et d'éviter les risques. Mais la peur d'être kidnappé ou tué est vraiment très présente. On est conscient maintenant que de plus en plus, on est des espèces d'otages sur pattes, des sacs de dollars. Il y a un bandeau sur nos fronts, otages en puissance. Et ça, c'est de plus en plus. Ouais, ouais. C'est l'Irak, finalement, qui a ouvert la voie, d'une certaine manière, même s'il y a eu Jolo avant, même s'il y a eu le Liban avec nos confrères d'Antenne 2 notamment et les autres otages français. C'était exceptionnel. Mais là, à partir de 2003, on a l'impression que c'est un business et que c'est devenu un tellement bon business finalement que d'Irak en Afghanistan, partout dans le monde, on se donne le là et effectivement les journalistes ont une valeur marchande et notamment les journalistes des grands médias. Georges Malbruno, vous avez été retenu en otage du 20 août au 21 décembre 2004. Quand vous repensez à la période, les 124 jours que vous avez passés en otage, quelles sont les images qui vous reviennent en mémoire? Oh non, j'ai toutes les images, mais pour moi, c'est une espèce de tiroir que j'ai refermé dans mon esprit. Et, n'y pensez plus? Si, j'y pense encore très régulièrement, mais si vous voulez, j'y pense pas de manière trop douloureuse. Je l'analyse aujourd'hui, je le vis comme une espèce un accident du travail. Je l'ai vécu comme une épreuve initiatique, et à partir du moment où ça ne m'a pas brisé, j'en suis ressorti peut-être plus fort. Et donc, je préfère voir les choses comme ça. Et donc, c'est ce qui m'a permis de continuer d'exercer mon métier après. Est-ce que vous estimez, vous, avoir pris des risques au moment où vous avez été pris en otage? Non, il y a des risques qui sont nécessaires quand on est journaliste, qui sont incontournables. Quand on est à Bagdad ou à Kaboul aujourd'hui, le fait même d'être présent sur ces théâtres d'opération, eh bien, c'est déjà un risque. Il y a une polémique sur le paiement ou non d'une rançon, suivant les pays. Quelle est votre opinion? Dans l'absolu, si vous voulez, il est évident que lorsque vous payez une rançon à des terroristes qui vous ont détenus, vous alimentez cette machine infernale. D'accord. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Si le paiement de la rançon, c'est l'unique moyen de récupérer des otages, je pense qu'il faut payer une rançon. Sans le faire savoir? Évidemment, sans le faire savoir. Si en revanche, il y a d'autres revendications qui peuvent être satisfaites et qui ne sont pas des revendications financières, ben, tant mieux. Payer une rançon, c'est un pis-aller. Vous êtes retourné depuis en Irak, vous continuez à y aller, il faut continuer à couvrir ces zones de guerre si dangereuses pour les journalistes? Non, il faut continuer dans la mesure du possible de couvrir ces zones de guerre, tout en étant quand même prudent, conscient des risques, conscient des recommandations qui nous sont faites et conscient aussi, je dirais, du rapport quand même qui existe toujours entre
les risques qu'on prend et le matériau qu'on va ramener. C'est pas parce qu'un endroit est dangereux qu'il faut renoncer à y aller. Sinon, ça donne des exemples comme la Somalie, ça donne des pays qui sont complètement abandonnés, et par les journalistes et par la communauté internationale, et qui deviennent des terreaux pour le terrorisme. Quand on est directeur de rédaction, comment on décide s'il faut y aller ou pas? Alors, il y a plusieurs critères. D'abord, est-ce que l'enjeu vaut le risque? Deuxième critère très important, ce sont les journalistes. Il faut que dans nos rédactions, il y ait des volontaires, il y ait des gens expérimentés et qui n'ont pas peur d'y aller. Et c'est à cette condition-là, cette double condition-là, que moi je dis « ok, on y va ». Et il faut, dans ce cas-là, dealer, traiter, voire désobéir aux autorités publiques qui ont leur mot à dire? Il faut en tout cas faire notre boulot. Ils ont un point de vue, les autorités, c'est bien normal. Et les autorités françaises disent sécurité maximum pour nos ressortissants, y compris les journalistes. Et ils nous disent ne prenez pas des risques insensés. Ils sont dans leur rôle, on ne peut pas leur reprocher. Mais nous, on est dans notre rôle en leur disant on le sait, mais notre boulot, c'est d'aller soulever le coin du voile, d'aller rapporter des choses, parce que si on ne le fait pas, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas de témoignage, on ne fait pas notre travail. Et je pense que du coup, l'information recule. On n'envoie plus les gens sur le front comme on les envoyait auparavant. Je veux dire, l'époque guerre du Vietnam, comme on couvrait la guerre du Vietnam, c'est terminé. C'est le cas notamment en Irak, où pendant plusieurs années, Radio France avait décidé qu'elle n'envoyait plus personne, et Radio France n'était pas la seule. Il y avait d'autres chaînes de radio pareilles, les télévisions aussi, parce qu'il y avait des consignes notamment des autorités françaises disant ne prenez pas de risques, avec des réunions, je veux dire, au Quai d'Orsay, des responsables de chaque chaîne, disant non, c'est pas le moment d'y aller, nous avons des informations sur place qui font que c'est trop risqué, vous ne pouvez pas y aller. C'est vrai que c'est des compromis, que c'est beaucoup de discussions, ce qui n'existait pas auparavant. Et quand on décide finalement d'y aller, reste à savoir comment. De plus en plus souvent, face au danger, l'un des seuls moyens de couvrir une guerre, c'est de le faire embarquer avec l'armée, ce que l'on appelle l'embedment. Adrien Jaune, vous avez reçu le prix Bayeux justement en 2007 des correspondants de guerre pour vos reportages en Irak. Vous avez été en Irak à la fois embedded, comme on dit, avec l'armée, et puis de l'autre côté. Est-ce qu'on exerce son métier de la même façon suivant les situations ? De toute façon, le fait de couvrir une guerre, c'est une affaire de contrainte. C'est un endroit qui sont des endroits qui sont dangereux par définition, donc on fait comme on peut. Et effectivement, l'embed qui est ici et là souvent décrié, où on explique que ce sont des journalistes qui sont là pour servir la soupe aux armées qui les acceptent dans leur rang, c'est totalement faux. C'est juste un moyen contraignant, pas très satisfaisant de couvrir la guerre. Donc oui, l'Irak, on a eu plusieurs types de contraintes. On a eu d'abord à l'époque où le régime de Saddam Hussein était encore en place, on a eu des terribles difficultés pour travailler. Ensuite, il y a eu un moment où on a pu effectivement travailler relativement librement. Et puis ensuite, les prises d'otages ont rendu certaines zones difficiles d'accès. La violence qui s'exerçait contre les civils irakiens en premier a pris aussi les journalistes pour cible. Et oui, il y a eu des moments où l'embed était le seul moyen d'avoir accès à ce champ de bataille. Et c'est ce qu'on a fait. Même si la formule de l'embedment et de l'embarquement avec les armées n'est pas satisfaisante, il faut quand même y aller, il faut quand même raconter ce qu'on voit, et il faut aussi dire le contexte dans lequel on est. Et donc on ne prétend pas là à l'objectivité, on dit simplement voilà, on est avec l'armée, et voilà ce que l'armée nous permet de présenter en images et en interview. Mais j'allais dire, la meilleure parade à ça, c'est quand même de multiplier les sources d'images et d'informations. Mais est-ce que vous estimez, après tous les scandales qu'il y a eu pendant la première guerre du Golfe, qu'aujourd'hui, la couverture d'une guerre est plus transparente qu'avant ? Non, pas plus transparente, mais je crois que les journalistes ont beaucoup appris. On a fait beaucoup de bêtises en 1990 sur la première guerre du Golfe, effectivement, et on en a tiré les leçons en 2003, ou même au Kosovo en 1998-99. Où lorsque nous étions d'un côté, on a fait l'effort d'être de l'autre côté. Lorsque, par exemple, les Américains affirmaient avoir fait un bombardement ciblé, on avait des équipes qui allaient du côté irakien, et sous contrôle irakien, on le sait bien, mais allaient vérifier l'exactitude des informations des Américains. Et je pense qu'au final, on a une couverture à peu près équilibrée. Est-ce que la couverture d'un conflit peut avoir, à votre avis, une incidence sur l'issue de la guerre ? Je pense. Je pense, même s'il faut rester humble. Mais vous voyez, par exemple, je me souviens très bien en 1992 de la Somalie. Personne n'en parlait. Il a suffi de 3-4 journalistes qui sont partis, français notamment,
partis seuls, sans vraiment beaucoup de soutien de leur rédaction. Et le fait de découvrir qu'il y avait une famine terrible dans ce pays dont on ne parlait jamais a poussé d'une certaine manière les gouvernements à prendre position. Alors parfois pour le meilleur, parfois aussi pour le pire. Ça a donné l'intervention américaine en Somalie dont on sait comment elle s'est finie. Mais je pense oui que ça peut avoir une force telle de témoignage que ça peut faire bouger les lignes. The military are moving forward once again. They're going step by step, firing live rounds when they do. You can see how the protesters are getting out of the area now as fast as they can. Le reporter qui se met en scène sur le terrain, au milieu du conflit, il devient plus qu'un témoin, un acteur véritablement. Est-ce que ça c'est une évolution? Comment vous jugez cette évolution? Elle ne me gêne pas. Évidemment, il ne faut pas qu'elle soit grotesque. Et parfois, effectivement, j'ai vu moi-même des plateaux assez grotesques au milieu des tirs, avec un journaliste essoufflé, avec un casque lourd, etc. Je pense qu'il ne faut pas trop en faire quand même. Mais sans même parler des situations de guerre, je trouve que c'est bien qu'il y ait une incarnation du reportage. Compte tenu du flot d'images qu'on reçoit, on a besoin de l'expertise des journalistes. Et donc les journalistes de terrain, ils apportent leur expertise. Et le meilleur moyen de l'apporter, c'est finalement de se montrer aussi. Se montrer, mais aussi parfois s'exposer. Témoins de l'histoire en marche, les reporters de guerre ne reviennent pas toujours indemnes d'un conflit. Quand ils ne le paient pas de leur vie, ils en gardent parfois des traces invisibles. La névrose traumatique ne touche pas que les militaires ou les humanitaires. Elle concerne aussi les journalistes qui ont fait l'expérience de ce que l'on appelle la rencontre avec la mort. Par exemple, pour un militaire qui rentre dans un immeuble qu'il doit nettoyer et qui se retrouve face au canon d'un fusil de l'adversaire, et il voit le canon, il voit l'œil du canon, puis s'aperçoit que son arme est enrayée, il se dit « j'ai vu la mort, je me suis vu mort, je suis mort ». Donc cet homme-là se croit mort, puis quelque chose se passe et il n'est pas mort. Le problème, c'est qu'à l'instant où ça s'est passé, il a la conviction qu'il est mort. Et ensuite, le fait d'être vivant est presque un désaccord avec ce qui s'est passé. C'est ça la rencontre avec la mort. Et c'est très fréquent. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Et pas quelqu'un de fragile ou de lâche ou de sensible ou de féminin, non, pas du tout. Quel que soit l'homme, et notamment des gens qui ont d'expérience, qui sont des combattants forts, ou des reporters aguerris, ou des médecins qui ont l'habitude des terrains de conflit, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, que ce soit en Chine, à Paris ou ailleurs, à chaque fois c'est le même processus. Tout ce que je fais quand j'écris, tout, c'est pour m'éloigner de cette odeur. Tout ce que je fais, c'est pour m'éloigner de ce camion. Tout ce que je fais, c'est pour... Les petits pieds dans le camion et la petite tête dans le camion. Maintenant, elle est sur mes épaules. Et elle est vivante. Cette rencontre traumatique, elle a des effets objectifs. Ce sont des gens qui rentrent, il y a une période d'absence, de délégation, on ne dit rien, on ne sent rien, et puis un jour, peut-être une crise d'angoisse, de panique terrible, des cauchemars obsédants, terrifiants, toujours la même image, celle du canon par exemple, ou la même odeur qui vous réveille en pleine nuit, qui vous terrifie, qui vous paralyse, qui vous rend comme un enfant. Donc ces gens qui ne dorment plus, qui abusent des antidépresseurs, qui abusent de l'alcool, qui fument, de la drogue, etc. Ce sont des gens qui peuvent devenir violents avec les autres, ou bien se pendre. Et ça va jusqu'au suicide dans les cas Ça va très souvent jusqu'au suicide, et ça passe souvent par l'exclusion, parce qu'à être muet, à vouloir se cacher, à avoir peur de tout, à se méfier de tout le monde, etc., c'est un comportement qui est bizarre. Oui, ça isole. Donc, ça isole, et peu à peu, c'est des gens qui peuvent perdre leur travail, leur couple, leurs enfants, leur appartement, leur compte en banque, leur métier, et se retrouver sous les ponts. C'est un tabou ? Bien sûr que c'est un tabou. C'est un tabou parce que c'est indicible, donc on ne peut pas se dire, mais ça ne peut pas s'entendre. Quand quelqu'un commence ou essaye de commencer à raconter ce qu'il a vu, tout le monde dit « arrête, s'il te plaît, on est à table ». Bon, rien. Donc c'est indicible et inaudible. Et on peut en guérir ? Et on peut en guérir. Alors, il y a une chose rare, et notamment en psychiatrie, ce qui est rare, c'est les choses dont on guérit. Et la névrose traumatique se guérit. Les traumatismes, en fait, en réalité, ont été révélés et d'une certaine manière acceptés par les journalistes depuis très peu de temps. D'abord parce qu'il y avait un côté un peu viril des reporters les plus âgés, des reporters de guerre les plus âgés. Ça se fait pas, ça se dit pas qu'on est mal en point, etc. Il y a eu longtemps une sorte d'obstacle à tout ça. Mais avec l'intensification des prises d'otages,
le fait qu'il y ait beaucoup de journalistes qui meurent dans l'exercice de leur profession a